Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel épisode de notre série Collaborer mieux, avec aujourd'hui un épisode qui s'intitule Faire de la reconnaissance un levier d'engagement. Alors je suis accompagné d'Arnaud de la Roussière. Bonjour Arnaud, comment tu vas? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur qui tu es, Arnaud? Alors, Arnaud Delaroussière, je suis expert en transformation que j'accompagne dans les organisations en veillant à bien aligner les quatre dimensions organisationnelles, métier, processus et système d'information. Et le sujet de la reconnaissance est justement l'un des leviers pour aligner ces quatre dimensions. Super. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. On a fait un webinaire cet été. On avait pratiquement 700, plus de 700 inscrits et beaucoup de participants. Merci infiniment de tout ça. Et merci de tous les messages que vous nous avez envoyés. On a reçu une quantité, c'était difficile de les traiter. C'est super. Vous pouvez le faire encore aujourd'hui. On serait ravis. Et puis, on remercie aussi nos collègues qui nous suivent et que visiblement nous inspirons. C'est top. Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire de Émilie, qui est une responsable client. Elle a rejoint une société qui lui plaît. Elle s'investit, elle fait ses preuves. Faire face à de nouveaux défis, c'était son enjeu principal. Et puis, après un an, les résultats sont là, les clients sont satisfaits, elle demande une augmentation pour reconnaître son investissement. Et là, pas de réponse. Se dit, bon, je vais pousser encore pendant un an, et donc pendant un an, de nouveau travail, et puis ensuite, nouvelle demande donc à son manager. Et là, pas de réponse claire. Elle profite de l'opportunité de voir le directeur de la société, et là, elle lui dit, ben non, en fait, c'est pas possible, tu fais déjà le même travail que les autres, et tu es déjà beaucoup plus payé que les autres. Donc, non, pas ça. Conséquence, Émilie, quelque temps après, démissionne. Puis il y a l'histoire de Mathieu aussi. Mathieu qui est au service IT dans un cabinet de communication qui s'investit beaucoup sur des projets qui concernent l'intelligence artificielle. Et puis il propose une solution pour utiliser l'intelligence artificielle générative pour accélérer finalement le travail, notamment des rédacteurs et puis d'autres services également. La solution qu'il a mis au point est présentée par son N+2 au CODIR qui n'évoque pas son nom. Grosse déception de Mathieu, voire même désillusion jusqu'à la dépression. Mathieu qui attendait, espérait être reconnu, valorisé, récompensé. Il part quelque temps après en congé maladie. Il y a l'histoire de Céline aussi, Céline qui travaille dans une banque qui doit redresser ses comptes, une période un peu compliquée. Elle est membre d'un CODIR, d'une des directions, et puis en coulisses, Céline se plaint du management, d'une pression forte, trop forte. Elle voit les équipes qui sont en apnée, je cite, avec des burn-out qui apparaissent. Et puis après beaucoup d'années en fait de sacrifices, d'investissement personnel, elle attend finalement une nomination à un poste plus prestigieux, avec plus de responsabilités, etc. Alors en CODIR, elle pense qu'elle doit montrer qu'elle est toujours digne de cette nomination. Alors elle participe, elle approuve les orientations, les décisions du directeur, du CODIR, etc. Et dont elle connaît pourtant parfaitement les conséquences. Et puis, il y a l'histoire de Félix aussi, alors c'est un peu un apport au JO, qui participe à une compétition et qui donne le meilleur de lui-même, et puis il n'arrive pas premier, il arrive troisième. Mais en fait, il est hyper fier de lui parce qu'il a réalisé la plus grosse performance de sa vie, de sa carrière. Et les gens viennent le voir en lui disant « mais t'es pas trop déçu, voilà, la prochaine fois, c'est à toi le premier, etc. » Ouais. 4 petites histoires. On pourrait croire qu'il y a 4 petites histoires. En fait, moi, je crois qu'il n'y en a qu'une seule. C'est celle du besoin de reconnaissance, où à chaque fois, le héros de l'histoire attend d'être reconnu d'une certaine façon et est reconnu d'une autre manière. Ou pas. Conséquence, perception de décalage, désalignement, désengagement, éventuellement tyrannie, dans le cas de Céline, etc. Est-ce que ces histoires vous parlent? Il y en a plein d'autres, mais est-ce que ces histoires-là vous parlent? Est-ce que vous avez envie d'adresser le sujet? Vous pouvez nous écrire dans le chat et nous dire ce que ça vous évoque, ces petites histoires-là. Pendant que vous les écrivez, moi j'aime beaucoup cette analogie avec le sport sur Félix, le troisième. Et je pense aussi beaucoup au quatrième et à tous ceux qui sont derrière, qui échouent au pied du podium, qui vont pas avoir au bout du compte une médaille à croquer sous le feu des projecteurs et qui pourtant ont exactement le même besoin de reconnaissance.
Et en fait, on se rend compte souvent dans les entreprises qu'on a naturellement tendance à glorifier nos héros, et ça, c'est quelque chose de très important. Mais l'essentiel, il est vraiment finalement de reconnaître toutes les personnes qui ont contribué à l'aventure collective. Et c'est vraiment délétère pour les personnes qui ne sont pas reconnues que de ne pas avoir cette reconnaissance, et ça génère du désengagement. En gros, vous allez garder que les personnes très compétitives qui, elles, vont être boostées, mais toutes les personnes qui sont moins dans la compétition, elles, vont se mettre en retrait. Alors, c'est un sujet qui est évidemment de préoccupation actuelle pour beaucoup, et puis qui se renforce avec les sujets d'individualisation. On le voit bien avec notamment alors, soit les impacts, sur les réseaux sociaux en tout cas, où les gens vont chercher cette reconnaissance. D'ailleurs, souvent on parle de reconnaissance uniquement comme une récompense. Non, ça n'est pas une récompense. Ça peut l'être éventuellement, c'est pas forcément la forme unique. Et c'est ce qu'on vous propose de voir pendant les 20 prochaines minutes, allez, peut-être 25, qu'on fasse la lumière sur la reconnaissance et qu'on vous montre comment on peut agir dessus. Nous, en tout cas, on pense qu'il faut agir dessus. Est-ce que c'est OK pour vous? Je ne vois pas trop de messages dans le chat pour l'instant, donc n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse, ce que vous voulez qu'on voit aujourd'hui. Et puis, il y a une histoire que vous connaissez toutes. Je vous ai mis une petite photo de la statue du Ranelagh, du jardin du Ranelagh, qui honore son auteur, et qui nous rappelle qu'on veut tous de la reconnaissance, on en a tous besoin, mais on ne sait pas laquelle et ni comment la recevoir. Alors, 20 minutes, 25 minutes, top chrono, c'est parti. On est tous aujourd'hui, qu'on le souhaite ou pas, dans un environnement où il y a un changement continu, avec des générations multiples qui interagissent, avec, on parle de collaboration, intelligence artificielle, humain, on parle de créativité, d'innovation. Évidemment, il y a les contraintes de RSE et de futurs souhaitables qui apparaissent. Il y a la question du sens, de l'engagement, de la performance, du sens de la performance d'ailleurs. Et tout ça, ça nous amène à définir une nouvelle culture et à s'interroger sur comment on va collaborer. Donc, à changer. Et on est tous dans un certain nombre de projets de changement, quelle que soit l'entreprise. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer de modèle de fonctionnement, puisqu'il s'agit de ça, en fait, la deuxième face de la pièce, c'est qu'il y a un modèle de reconnaissance qui est associé et qu'il faut aussi le faire évoluer. Sinon, c'est bancal. Le modèle de reconnaissance, on pourrait l'imaginer, ce slide est un peu chargé, mais on voit sur la partie droite tout ce qui concerne la reconnaissance structurelle. C'est tout ce qu'on va mettre en place dans l'entreprise, mais aussi l'État par les lois, par le réglementaire, pour arriver finalement à poser la base de la reconnaissance et d'une justice. Et puis, c'est quelque chose qu'on va associer à une reconnaissance personnelle. Donc, comment moi, en tant que collaborateur, je vais aller chercher ma reconnaissance dont j'ai besoin, mais quelle reconnaissance d'ailleurs, et puis, ou moi, comme manager, qu'est-ce que je donne comme signe de reconnaissance, comme témoignage de reconnaissance, qu'est-ce que je vais faire évoluer comme, pour demain, et puis comment je le prends aussi pour moi. Donc, comment je donne et comment je prends de la reconnaissance ou de la justice. Et Arnaud ? Et oui, ce qu'on constate, c'est que la plupart des clients qui font appel à nous ont déjà bien travaillé la reconnaissance structurelle. Il y a des vrais efforts qui sont faits dans les marges de manœuvre que les ressources humaines ont dans l'organisation et les managers. Mais il y a un vrai travail qui est fait sur les statuts, la feuille de paie, les primes, etc. Ce qui vraiment... Donc ce travail-là va permettre de limiter l'insatisfaction, le mécontentement. Par contre, ce qui va vraiment créer l'engagement et l'implication, la motivation, c'est évidemment cette reconnaissance personnelle qui fait qu'en fait, on s'inclut dans le groupe et on est prêt à donner le meilleur de nous-mêmes. Absolument. Avec un gros enjeu, c'est que quand les structures s'allègent,
finalement, la dimension inspirante, exemplaire doit être encore plus importante. Hein, quand les pyramides se tassent, quand les râteaux s'allongent, moins de managers, et donc une autre façon d'aller diffuser et de prendre de la reconnaissance. Et pour compléter, avec les nouvelles générations X et Y qui sont de moins en moins sensibles aux éléments de statut, voilà, le besoin est vraiment quotidien en termes de reconnaissance personnelle. Alors, comment changer de modèle de reconnaissance ou comment le faire évoluer? Si on regarde ce que c'est que la reconnaissance, on a simplifié hein, pour que ça soit, voilà, que ça tienne en 20-25 minutes. Première chose, c'est j'existe. En fait, si Arnaud, quand je lui parle, me répond pas, en fait, j'ai l'impression que j'existe pas. Donc, c'est le premier signe de reconnaissance que je vais aller chercher, de confirmation que je vais aller chercher, essentiel. Je fais partie du groupe. Voilà, du groupe de Changeable, par exemple. Ça, c'est extrêmement important. Puis après, il y a ce que je crois et ce que je pense est OK, voilà, ou pas OK. Hein, on le voit dans tous les sujets politiques, par exemple, hein, où certains s'arrogent le droit de dire ce qu'on peut penser ou ce qu'on ne peut pas penser, quels que soient les côtés, hein, chacun a son avis. Et puis il y a ce que je ressens aussi, c'est OK, toutes mes émotions, est-ce que c'est OK là que je sois choqué par ça, est-ce que c'est soit OK que je me sente bien quand il se passe ça? Et puis il y a après ce que je sais, toute la dimension du savoir qui est OK, est-ce que ça c'est, est-ce que la Terre est plate, est-ce que la Terre est ronde, voilà. Et puis il y a ce que je fais évidemment qui est extrêmement important. Voilà, tous ces éléments-là, c'est des éléments potentiellement sur lesquels on va aller chercher de la reconnaissance. Et les types de reconnaissance simplifiés hein, qu'on va aller chercher, le premier, c'est l'existence, c'est donner le sentiment aux individus qu'ils existent, d'être appréciés pour leur valeur en tant qu'être humain. Alors ça prend plein de formes différentes, hein, dire bonjour, souligner un anniversaire, etc. Se sentir inclure dans le groupe, d'avoir sa place, etc. Il y a la reconnaissance par la pratique. Hein, elle concerne la manière dont un employé, par exemple, va effectuer sa tâche, son habileté à réaliser certaines tâches, et qui va souligner les qualités professionnelles, les compétences de la personne, le tout le travail finalement qui aurait été nécessaire pour l'atteindre. Après, il y a une reconnaissance sur les efforts et l'énergie. Elle va souligner la participation, la contribution au processus, l'énergie, les efforts voilà, déployés pour atteindre les objectifs, et ça sans égard aux résultats, hein, évidemment. Et puis, ensuite, il y a les résultats, l'accomplissement. Et on s'attarde souvent sur cette forme de reconnaissance en milieu du travail. Moi, on en parle beaucoup dans la presse, en tout cas, qui est associée. Voilà, l'appréciation du produit du travail ou de l'atteinte des objectifs qui va être évalué. Et avec toujours ce dilemme finalement de se dire est-ce que je dois récompenser plutôt l'effort ou le résultat ou les deux, voilà, plein de façons de le voir. Là encore, on constate que les entreprises adressent plutôt bien les sujets de la pratique et de l'accomplissement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN des entreprises. Progressivement, on voit de plus en plus un effort qui est fait sur la reconnaissance de l'effort et l'énergie qui a été mis. On en reparlera tout à l'heure avec les échecs. Moi, je voudrais insister sur la partie existentielle, c'est-à-dire en fait le besoin existentiel d'être reconnu, c'est un besoin physiologique. Un nourrisson qui n'existe pas dans les yeux des autres, en fait, se laisse dépérir. Et en fait, c'est quelque chose qui, même pour une personne très mature, va émerger d'une manière ou d'une autre, donc de manière consciente ou inconsciente, et c'est quelque chose que la personne va forcément aller chercher dans son environnement. Et c'est comme ça qu'on se rend compte dans l'entreprise que finalement, il y a des tensions qui se créent, des conflits qui se créent, et on n'est pas forcément capable d'identifier pourquoi il y a une éruption de tension. Et en fait, souvent, quand on remonte aux causes, on se rend compte que le sujet est lié à cette reconnaissance. Beaucoup de choses là-dessus. Merci Arnaud.
Il y a une petite étude qui est sortie, qui date d'il y a quelques années, mais je pense qu'elle est toujours valable, d'un éditeur de logiciels de solutions RH qui disait, bah, c'est quoi les sources de reconnaissance? Et donc, il identifiait, voilà, 72% que c'est l'équipe de la personne comme meilleure source de reconnaissance, ou son manager, 68%, ou ses clients, les membres de l'organisation, là on tombe à 55%, et puis la direction de l'organisation à 50%. On voit bien la légitimité de la source de reconnaissance sur l'équipe et le manager qui est voilà, la plus importante. Ce qui, moi, me choque, en fait, quand je lis cette étude-là, et en fait, il y a cette étude-là, mais il y a toutes les autres, c'est toute la même chose, c'est qu'on va uniquement parler des ressources externes, hein, des moyens externes de reconnaissance. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est qu'on parle un peu plus et qu'on classe la dimension comment la personne se reconnaît par elle-même et comment l'activité qu'elle réalise lui apporte la reconnaissance dont elle a besoin. On change complètement, vous voyez, cette notion d'interne-externe. Voilà, je ne sais pas si vous avez été au cirque il n'y a pas longtemps, mais souvent quand il y a un animal, enfin un dresseur avec un animal, voilà, après un numéro, il va lui donner une petite friandise, quelle que soit cette friandise, un poisson, une croquette, etc. On voit bien que là, on récompense, mais on n'est absolument pas dans la reconnaissance. Et c'est le cas quand on reste dans une reconnaissance qui est purement externe, hein, c'est de risquer d'être juste dans la dimension de récompense. Et on n'autonomise pas les gens, on ne va pas les reconnaître, on va juste donner une petite récompense. Je trouve intéressant de se repositionner ou comment la personne peut arriver à se donner de la reconnaissance par elle-même, qu'elle en est conscient ou pas. C'est quelque chose d'important. Si on regarde les moyens de reconnaître, le premier, c'est l'activité, la nature de l'activité avec ses caractéristiques en elle-même, d'une manière, c'est une manière efficace de reconnaître et de donner de la valeur au travail accompli, donc à la personne. C'est aussi associé à la question de l'autonomie, autonomie développée et puis accordée, qui est un signe de reconnaissance et de confiance qui est extrêmement fort et qui s'acquiert, qui se conquiert, ça ne se décrète pas. La question aussi de l'activité variée qui va venir permettre une coordination finalement d'un certain nombre de paramètres, voilà, cognitifs, relationnels, techniques, gestuels, peu importe, et qui du coup apporte cette notion de valeur de la personne, hein, reconnaître sa propre valeur, etc. Et puis il y a l'activité globale, évidemment, dans le fait de maîtriser quelque chose, voilà, bout en bout, hein, qui s'oppose avec une activité qui est vraiment très parcellaire. On touche la question du sens, évidemment, là, avec un livrable, finalement, à son activité dont on peut avoir une certaine fierté, reconnaissance de soi-même et de l'extérieur. Je vais peut-être appuyer ce que tu disais, Serge, sur la reconnaissance qu'on se donne à nous-mêmes, qui est vraiment centrale, et c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'accompagne. Voilà, la reconnaissance interne et la reconnaissance externe, c'est un peu... Vous pouvez donner autant de reconnaissance externe que vous voulez, vous pouvez remplir une baignoire autant que vous voulez. Si vous n'avez pas fermé la bonde, en gros, la baignoire va tout le temps se vider. Et c'est la même chose. Si jamais moi je ne me reconnais pas moi-même, est-ce que je suis légitime dans mon poste, est-ce que je me sens à ma place? Finalement, vous aurez beau alimenter avec tous les signes de reconnaissance externe, vous ferez chou blanc. Donc voilà, c'est très important de travailler les deux en simultané. Oui, et c'est difficile, enfin on le rappelle, c'est une évidence, mais en fait, on s'aperçoit souvent chez nos clients que ces petits trucs-là, en fait, à certains moments, on en perd la lecture. Et donc, voilà. Et puis ça génère des problèmes du coup de santé et de malaise. Donc voilà, si on veut travailler sur le bien-être au travail, c'est vraiment ce genre d'aspect à prendre en compte. Un autre moyen de travailler la reconnaissance, c'est par les savoirs et savoir-faire, hein, donc tout le travail sur les compétences. Donc, il peut y avoir, par exemple, les validations d'acquis de l'expérience, des badges, les formations, etc. Bon, des choses qui sont
On y reviendra dans un instant. Il y a aussi tout le travail sur les soft skills finalement, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est de plus en plus nécessaire ces soft skills évidemment, c'était une manière en les utilisant, de pouvoir à la fois témoigner de la reconnaissance pour les autres et pour soi. On va avoir quelques exemples dans un instant. Et puis la question des résultats, voilà, bon, on en a parlé, c'est quelque chose qui est assez fait, beaucoup fait dans les entreprises. Voilà, il faut faire attention évidemment à ce qu'il n'y ait pas d'encouragement à des comportements type de chasseur de primes, ce qui est quand même assez répandu, et voire même de plus en plus. Donc ça existe, il faut le traiter, mais néanmoins, il faut être vigilant de ne pas l'encourager. Voilà, alors, écoutez, allons-y. Hein. Il y a un sujet, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vivre les échecs, par exemple. Nous, on pense que vivre les échecs, c'est un élément clé, en fait, de la reconnaissance. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'autonomie sans échec, ça n'existe pas. Je crois qu'hier, Tony Estanguet, dans son discours d'ouverture des JO paralympiques, en parlait encore. Hein, il a tout à fait raison. L'échec, c'est une partie du succès. Il n'y a pas d'évitement possible. Si on évite de parler des échecs, et on l'a vu tellement de fois avec Arnaud dans les sociétés, chez nos clients, qu'on crée la peur. Il n'y a pas d'authenticité. Non, on ne peut pas parler d'échec parce que non, ça va le mettre dans une situation mal à l'aise, etc. Ça va remuer le couteau dans la plaie, blablabla. Blablabla. Ouais, mais en fait, s'il y a un tabou là-dessus, c'est un synonyme de déclassement. Il n'y a pas de reconnaissance, il y a une négation humaine. C'est finalement le pire, hein. Il y a une indifférence. Or, reconnaître les échecs, c'est verbaliser les échecs et les vivre. C'est-à-dire, c'est pas confortable, ça c'est sûr. Au début, tout au moins. Puis après, on s'en moque un peu, ça fait partie de la vie. Mais cet échec, il n'est pas arrivé par hasard, il n'est pas arrivé tout seul. C'est le fruit d'une réflexion, d'une originalité, d'une prise de risque, d'une collaboration aussi. Et ça, tout n'est pas acheté. Par contre, il y a peut-être des petits trucs, des choix, des petits moments où on a fait des erreurs de choix et qui conduit à un échec. Ou ce qu'on considère aujourd'hui comme étant un échec. Hein. Vous savez que la différence entre un échec et un succès, c'est le temps. Et donc, c'est un élément qui est évidemment extrêmement important. Nous, on a créé un certain nombre d'activités là-dessus, notamment des ateliers. Il y a un atelier notamment qui marche très bien, qui permet de faire verbaliser l'échec à des personnes, des managers ou autres, de tous les niveaux, et qui, avec des témoignages à la fin qui sont formidables, des gens qui viennent nous voir en nous disant: vous pouvez pas savoir comme j'étais angoissé au début de cet atelier, et en fait, ça a été une libération fantastique. Il y a vraiment un besoin dans certaines organisations, peut-être pas les vôtres, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en parler parce que voilà, on pourra vous expliquer ce qu'on fait et je pense que ça apporte des choses intéressantes. Si je peux illustrer avec un monde qui est assez inspirant de ce point de vue-là, c'est le monde de l'informatique, dans lequel il y a tout le temps des échecs. Hein. Le monde de l'informatique se construit sur la base des bugs et des difficultés qu'ils ont eues pour justement arriver à construire une meilleure solution. Et du coup, ils ont mis en place dans les équipes des rituels qui permettent de traiter ces échecs de manière systématique, d'en faire vraiment une force et finalement d'aller le plus vite possible à l'échec pour apprendre le plus vite possible. Et ça, malheureusement, quand on ne l'a pas, effectivement, on va avoir peur d'aller toucher l'autre dans sa susceptibilité, et potentiellement, en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle une zone de complaisance où on ne dit pas les choses, et du coup, on va générer une peur de l'échec, de la déresponsabilisation. On va même avoir tendance à blâmer les autres. En gros, si on a réussi, c'est grâce à moi, mais si on échoue, finalement, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Et en fait, tout ça vient vraiment détruire la confiance et la coopération qu'on peut avoir dans les équipes. Donc, c'est vraiment très important de le traiter et de manière régulière. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous saviez déjà? Est-ce que vous pratiquez déjà? Ça m'intéresse de savoir dans le chat et que vous me disiez si c'est une thématique que vous associez à la reconnaissance ou pas. Et pendant ce temps-là, pendant que vous écrivez un petit message, on passe au deuxième sujet qui est vivre les tensions et les conflits. Il n'y a pas dans un groupe
ou une équipe, il n'y en a pas une sans tension, ça n'existe pas. C'est inévitable et c'est même très souhaitable. Moi, je considère qu'il ne peut pas y avoir de confiance, de vraie confiance dans une équipe, tant que on ne sait pas comment l'autre va nous considérer quand on sera en conflit avec lui ou en tension avec lui. Et donc, à un moment ou à un autre, on va consciemment ou inconsciemment créer le conflit pour vérifier ça. Et donc, si ça ne se passe pas, comptez sur, par exemple, des coachs pour pouvoir générer ça de manière à ce que l'équipe puisse avancer. Donc, utile à la confiance, il n'est pas question d'éviter les conflits, les tensions, ils sont fondateurs. Il faut les vivre. Alors, l'évitement, c'est le pire, encore une fois. On fait semblant de ne pas voir, de ne pas sentir. C'est la stratégie de l'évitement. C'est l'antithèse, encore une fois, de la reconnaissance. Or, dans une tension, c'est justement à ce moment-là qu'il y a des choses très importantes à dire. C'est que si on est en tension, Arnaud et moi, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose que j'ai envie de dire qui est vraiment extrêmement précis sur ma pensée, voilà, quelque chose de fin, et que j'ai envie qu'Arnaud écoute, entende, reconnaisse. Et donc, c'est des moments privilégiés pour exprimer ces petites spécificités-là. Et donc, il faut leur donner le cadre apaisé, le cadre, en tout cas, qui vont permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de se dire et d'être écouté. C'est un moment essentiel dans la reconnaissance. Et alors, c'est même quelque chose qu'on va exploiter dans le cadre des transformations d'organisation. C'est même bon signe quand il y a des tensions dans une organisation, ça veut dire qu'elle se met en mouvement. Voilà, les tensions apparaissent parce que la machine se met en branle. Et du coup, on va prendre un grand soin de ces tensions, c'est-à-dire qu'on va les identifier, on va les accompagner pour éviter qu'elles dégénèrent en conflit. Et on va même les mettre en scène comme ce qu'on peut appeler une scène controverse. Finalement, voilà, mon patron, la direction nous demande de nous transformer, mais moi, voilà, je connais mon métier depuis 15 ans, je sais de la manière dont il faut faire. Donc voilà, comment je vais négocier les moyens, les ressources, les changements de mindset avec ma hiérarchie. Et donc, on va créer cette controverse et on va orchestrer ces tensions de manière à ce qu'elles soient constructives pour l'organisation. Donc, c'est vraiment un outil utile. Voilà, il y a plein d'autres petits outils, démarches qu'on a travaillé pour pouvoir aider les équipes à travailler ces aspects-là. Il y a un autre élément qui est fantastique, c'est l'inclusion. Inclure dans une équipe, ça veut dire reconnaître que la personne a une place, leur préparer ou faire une place, et ça peut être physique, mais aussi symbolique. Et puis pour la nouvelle personne, c'est reconnaître la place qu'on m'a fait, la prendre, et reconnaître du coup mon rôle dans cette équipe. Et si je ne suis pas satisfait de ce place ou de ce rôle, c'est de le dire. On rentre tout de suite là dans une tension, et donc du coup, sur cette finesse de perception, pour pouvoir mettre au point et aplanir immédiatement ces aspects-là. Alors c'est variable pour tout type de personnes, d'équipes, etc. Mais cette question de place, en fait, elle est essentielle. Et c'est une des choses, nous, que finalement, on est amené à travailler. Encore une fois, ça, c'est une thématique parfaitement évidente, mais combien de fois des tensions, des conflits sont apparus dans des équipes où, en fait, le cœur du sujet, c'était la question de la place. Parce que la personne, oui, elle fait semblant de faire la place à l'autre, ou parce qu'elle prend la place de, mais elle ne veut pas, en fait, c'est pas exactement ce qu'elle voulait, etc. Voilà. Tous ces aspects-là, en fait, il y a besoin de discussion, d'ajustement, voilà. Donc, il y a des ateliers, il y a des démarches qui permettent de le faire simplement. Je me permets d'insister sur cette notion d'inclusion qui est très à la mode aujourd'hui. L'inclusion, c'est vraiment un préalable à toute relation. Et aujourd'hui, dans un contexte où il y a beaucoup d'équipes en télétravail, voilà, c'est des rituels qu'on a perdus et qui sont pourtant indispensables. Est-ce que je suis dans le groupe ou est-ce que je suis hors du groupe ? Je peux être reconnu comme étant expert et hyper compétent dans mon domaine, mais est-ce que finalement, je fais vraiment partie de ce groupe ? Et est-ce que dès qu'on va avoir un moment de tension et un moment où ça va un peu secouer, est-ce qu'on va être solidaire et du coup, on va se sentir comme
un seul homme. Voilà, donc c'est très important dans le contexte du télétravail de travailler sur cette notion. Il y a aussi un autre élément qui est intéressant dans la reconnaissance pour faire émerger, auto-générer finalement la reconnaissance, comme les 3 précédents, c'est la décision. Et notamment décider ensemble. Ça, c'est un truc qui n'est pas facile. Autant on connaît la décision directive, un peu participative, mais la décision collaborative, c'est plus difficile. Alors, selon décider, donc il y a différents processus, démarches qui peuvent être mises en place. Et ça agit directement, évidemment, sur la reconnaissance de la place concrète, sur le fait qu'on fait partie de la solution, que les personnes font partie de la solution, qu'ils ont une responsabilité par rapport aux résultats, hein, au projet, par rapport à l'entreprise. Ça montre aussi l'importance que vous accordez finalement au développement de la carrière, au développement des compétences, etc. Donc, c'est un élément extrêmement important qui est assez peu pratiqué, la décision ensemble, décision collaborative, mais qui génère énormément d'éléments positifs, en fait, de reconnaissance positive. Arnaud, tu voulais ajouter un mot, je crois aussi. Alors, sur la décision ensemble, c'est vraiment une forme de reconnaissance qui... En fait, on auto-génère de la reconnaissance. Dans certaines entreprises, on a pu mettre en place un principe de subsidiarité, où finalement, on inverse la pyramide hiérarchique et on part du principe que on va faire prendre un maximum de décisions au plus proche du terrain, au plus proche des sachants qui connaissent les problématiques. Et finalement, si eux ne sont pas capables de résoudre le problème, là seulement, on va pouvoir remonter d'un niveau. Et donc ça a énormément de bénéfices. Hein. Ça allège toute la partie réunionnite aiguë, bureaucratie. On gagne énormément de temps, beaucoup de créativité dans la manière de résoudre les problèmes. Et surtout, en fait, on responsabilise chacun dans la décision qui est prise. C'est comme si vous passiez d'un statut de locataire où vous êtes de passage dans votre appartement et potentiellement l'année prochaine vous serez ailleurs, à un statut de propriétaire où du coup vous allez vraiment prendre soin dans la durée et faire attention que tout le monde s'y retrouve dans la décision qui a été prise. Alors, bon, quelques exemples, on en a mis là quelques-uns, tout ce qu'en jaune, c'est ce qu'on vient de voir, mais il y en a plein d'autres, évidemment. C'est des petites choses que vous faites déjà ou qu'on fait, mais sans mettre en relation avec la reconnaissance. Et c'est intéressant de travailler à cette connexion, finalement, sur la reconnaissance, notamment auprès des managers ou ceux qui sont censés, en tout cas, apporter de la reconnaissance aux collaborateurs. Il y a un autre élément qui est important, c'est que pour déployer ce genre de solution-là, de démarche-là, moi je fais l'analogie avec quand on plante une forêt, quand on replante une forêt. Hein. On va aller poser les pousses, on va aller vérifier l'espace entre les différentes pousses, on va les protéger à la fois de la vermine et puis également des animaux qui risqueraient de manger la pousse. On va faire en sorte qu'ils soient un peu abrités du vent, etc., que les conditions en tout cas soient favorables pour que ça pousse et que ça pousse et qu'il soit autonome rapidement. Et finalement, quand on travaille sur ces différents aspects-là, c'est facile de dire tiens, en fait, il faut prendre des décisions collaboratives. Ah, tiens, il faut parler plus des échecs ou il faut parler des tensions. C'est facile à dire. À mettre en place et à faire en sorte que les gens, les managers ou les personnes, en tout cas en situation de responsabilité, utilisent ces démarches-là, ça c'est autre chose. Et ça demande finalement une conception, une animation, un pilotage d'un projet voilà, vraiment particulier et évidemment de penser à la diffusion de cela. C'est-à-dire que tout le monde va pas basculer au même moment parce qu'on a décrété que il fallait utiliser ces approches-là, ces outils-là, ces techniques-là. Hein. Et donc, c'est un petit ou un gros projet, selon là où vous en êtes et selon ce que vous décidez de mettre en place. Mais ça concerne évidemment le changement de culture. Le modèle de reconnaissance, ça touche au changement de culture. Voilà. Alors, en 20 à 25 minutes, Arnaud.
Alors, on a été très en superficie, hein, bien sûr. C'était un temps court, mais on a quand même balayé l'ensemble des types et des sources de reconnaissance. En synthèse, oui, la reconnaissance est à travailler au niveau du management, mais pas que. On a bien vu qu'elle était globale. Soi-même, nos collègues, nos clients, nos partenaires. Voilà, la reconnaissance, elle vient de toutes parts. Et quand on veut travailler sur cette thématique, il est important en fait de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, etc. La notion de modèle de reconnaissance qui est hyper importante pour nous, c'est-à-dire qu'en gros, le modèle, c'est celui qu'on veut mettre en place et c'est celui qui drive nos comportements. C'est celui qui va permettre finalement de faire corps et d'avoir les mêmes références au sein de notre organisation. Et donc, c'est très important de travailler dessus et de se mettre d'accord sur la direction qu'on veut donner. Les moyens de travailler qui autogénèrent de la reconnaissance, là, on en a parlé avec 4 illustrations. Voilà, il y a plein de petites techniques, plein de petits réflexes à avoir dans l'activité au quotidien pour qu'elle se génère toute seule et qu'elle soit vraiment authentique. Et évidemment, le meilleur vecteur pour changer de modèle de reconnaissance, c'est de partir d'un de vos projets en particulier et de le transformer en projet culturel. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, rapidement? Nous, on va pouvoir intervenir pour vous aider à prendre du recul sur l'inexistant, aller travailler, analyser finalement votre modèle de reconnaissance, définir comment il faudrait l'ajuster, hein, définir votre nouveau modèle, imaginer la stratégie de diffusion que l'on pourrait envisager, combien de temps on l'agence, combien de temps elle prend aux collaborateurs, quels outils on va utiliser, est-ce que c'est des ateliers, des séminaires, est-ce que c'est des petites formations, flash, etc. On va les mettre en place, toutes ces activités de diffusion, et puis on va également intervenir sur l'accompagnement et l'ancrage. Alors, on le fait tout ça au travers de différentes offres. Je vous l'ai mis en bleu, blanc, rouge parce que c'est le début des JO. Une offre qui est plutôt découverte, où là, ça va être vous permettre de diffuser dans votre organisation les idées, les concepts sur le reconnaissance, le modèle de reconnaissance, et sensibiliser les personnes à se dire « Ah ouais, tiens, mais ça c'est lié. Ah ouais, tiens, ça c'est lié. » etc. Et ça vous permet de lancer votre démarche en interne. On a une offre d'appui, c'est-à-dire que vous avez déjà lancé un travail sur ce modèle de reconnaissance, vous avez besoin d'ateliers ou d'apports à un moment pour renforcer certains aspects, ou d'un accompagnement sur le projet, ça on nous le demande souvent, pour dire je dois changer ça, en fait, comment je fais, est-ce que je fais bien, comment vous faites vous d'habitude, etc. Et là, nous on arrive avec tous les projets de transformation culturelle qu'on a pu réaliser, les échecs aussi qu'on a pu connaître. Et on peut vous apporter un conseil ou une redéfinition de certains aspects. Et puis, il y a l'offre projet où on est capable de prendre de bout en bout la déclinaison de cette évolution de votre modèle de reconnaissance. Voilà, je ne vous embête pas avec les détails. Si ça vous intéresse, vous avez des petits boutons en bas avec nous suivre, suivre nos masterclass, et puis contacter, je crois. Et donc, choisissez un des boutons pour prendre contact avec nous et on échangera avec plaisir. Le prochain que nous animons, c'est une masterclass, donc dans les offres découvertes, avec l'objectif clair d'aider finalement à avoir un regard en fait de vos pairs sur la thématique du changer ou faire évoluer le modèle de reconnaissance, d'avoir une vision d'une démarche éprouvée aussi, et puis d'avoir un cadre de référence, un cadre de réflexion. Comment je dois penser finalement ma façon d'agir ou d'interagir ou de faire évoluer mon modèle de reconnaissance. Ça, c'est des choses que l'on traitera dans cette masterclass. C'est le 18 septembre. Ça dure 2h30, 2h30, 3h, ça dépend s'il y a beaucoup de questions, si on a beaucoup d'apports. Voilà, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, donc en dessous. Voilà. Et pour vous parler en deux mots de changeable, eh bien, nous sommes quarantaine, un peu plus de 40, avec un motto, faire partie de la solution plutôt qu'entretenir le problème, et donc avec un ADN de challenger, questionner, créer du sens, proposer un autre regard, écrire des histoires différentes. Et justement, d'écrire des histoires différentes, c'est un peu notre marque de fabrique, avec
4 jokers, pardon. Un joker sur la collaboration, la culture, le leadership et les projets de changement. Voilà. Les clients qui nous ont demandé d'être leur joker, en voilà quelques-uns. Donc on a tout derrière, de la start-up jusqu'à la multinationale. Et puis, ce qui nous a notamment intéressé aujourd'hui, c'est voilà, les travaux qu'on a pu faire dans le groupe Crédit Agricole ou dans le groupe Bouygues sur des sujets en lien avec ces transformations culturelles. Voilà. Avez-vous des questions? Il nous reste 5 petites minutes. C'est le moment de nous parler de vous, si vous en avez. Julie, pourriez-vous me dire quel est votre meilleur conseil dans le cas d'un rachat d'une entreprise? Ouh, ça c'est intéressant. Évidemment, ça engendre certainement des craintes de la part des salariés déjà en poste dans l'entreprise. Pourriez-vous me dire quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un entrepreneur au sujet de son approche? Alors, ça, c'est une super question parce que les rachats d'entreprise par une autre entreprise, on part d'être dirigeant. En fait, c'est vous héritez d'une situation où vous avez une culture qui n'est pas la vôtre, qui est l'ancienne, qui est toujours active, et vous, on va vous percevoir comme un élément du système, comme un élément perturbateur, comme un microbe en fait. Et la société va agir comme un système immunitaire, c'est-à-dire elle va chercher à vous éliminer. Et donc là, il y a des approches particulières pour casser ce mécanisme-là et pouvoir créer des passerelles, et parce qu'il faut le faire vite, évidemment, si on veut tirer de la synergie. Alors ça, moi, je vous propose plutôt de nous contacter pour qu'on discute un peu plus à fond de ces choses-là. Il faut connaître quelques éléments quand même de détail. Mais le premier conseil, s'il y en avait un, ça serait de faire une petite étude, sans forcément le dire, hein, ça peut porter un autre nom, pour comprendre la culture qui est en place, ses mécanismes, ses leviers, ses résistances, etc. Peut-être juste compléter, dans le cas d'un rachat, on focalise souvent sur l'entreprise qui va être rachetée, et c'est très important effectivement pour éviter ce rejet de greffe par le système immunitaire. Mais il faut aussi se concentrer sur les collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que les collaborateurs de l'entreprise qui rachètent ont aussi pas mal d'interrogations. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler les deux en parallèle pour finalement s'assurer que tout le monde soit inclus dans ce rachat. Les changements vont être plus conséquents, effectivement, dans l'entreprise rachetée, mais aussi dans l'entreprise qui absorbe. Et avec tout le travail, du coup, de fusion des équipes, travail sur les valeurs, sur la collaboration, etc. Merci Julie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient nous partager leur problématique sur la reconnaissance dans leur entreprise ou une question sur une des choses qu'on a pu aborder aujourd'hui, ou est-ce que tout ce qu'on a dit était évident? Je ne sais pas. Allez-y, ça nous intéresse d'avoir votre commentaire et c'est le moment. Peut-être ce qui peut être ajouté en attendant que vous nous exprimer vos questions, c'est donc on organise un certain nombre de masterclass sur, donc là vous l'avez vu, sur la reconnaissance, sur d'autres thématiques aussi, toujours en trait avec la collaboration, puisque finalement la collaboration, et c'est pour ça qu'on a créé cette web-série, elle est là au service de l'ensemble des membres de l'équipe. Et elle doit apporter, elle doit nourrir chacun des membres, notamment sur la dimension de la reconnaissance. Tout ce qui fait le ferment d'une association d'individus pour créer quelque chose qui va apporter de la valeur pour la société dans son ensemble. Donc, ces différentes petites masterclass sont prévues pour aller rapidement, très rapidement sur la thématique et la tourner vers comment je fais opérationnellement, comment je fais très rapidement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Écoute, Arnaud, je crois que nous pouvons clôturer cette séquence. Merci à toi de ta présence aujourd'hui. Et puis, merci à tous de votre participation, de vos messages. Et nous vous donnons rendez-vous donc au prochain épisode qui sera courant septembre. Belle journée à vous. Belle journée. Merci à tous.